Et les kangourous. Celle-là. Celle-là. Et pas celle-là, ça c'est la Pas tienne. celle-là, ça c'est moi. Je suis le Valentine Soda masculin. Tu m'as tué. Je pouvais à peine rester assis 15-20 minutes, tu vois. Non, mais voilà, j'ai pas l'habitude de parler de moi en vrai. Je Et sais. tu le sais, et voilà. Est-ce que vous aussi vous êtes près chez vous? Hey, bienvenue sur le podcast L'effet kangourou. Je m'appelle Valentine Soda et je suis ravie de débarquer dans tes oreilles et sur ton écran. Laisse-moi te présenter mon invité d'aujourd'hui qui n'a pas sa langue dans sa poche. J'ai la joie, l'honneur, le plaisir de te présenter Antoine Périgne. Salut Antoine. Salut. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on se connaît et je suis ravie de pouvoir t'accueillir ici parce que je trouve que tu es un entrepreneur brillant et tu es une des plus belles rencontres que j'ai faites sur le réseau. Je pense que tu as plein de choses à nous raconter et je me suis rendu compte aussi que à chaque fois que tu me parlais, tu me racontais des histoires, des choses. Je me dis mais ce mec-là, il faut qu'il le raconte dans un podcast. Comme d'habitude, j'ai été plus rapide que toi. Est-ce que tu as le seum ? Oui, effectivement, je le sais, merci. Je comprends. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser des questions. J'ai énormément de points de curiosité sur le parcours que tu as dans ta vie. Tu as été entrepreneur, tu as été freelance, tu as été salarié, tu as été casse-cou. Et ça me soulevait plein de petits points que j'ai envie d'éclaircir aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à nous partager ton vécu ? Oui. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter à la caméra juste ici qui est déjà fan de toi, s'il te plaît ? Celle-là. Celle-là. Et pas celle-là, ça c'est la tienne. Pas celle-là, ça c'est moi. Très bien, ça marche. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Périgne, je suis le Valentine Soda masculin. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle la Social Media Family, qui est une agence dédiée dans les réseaux sociaux. On est 8 personnes, bientôt 9, installées à Tours. Et on fait du community management pour plein de boîtes, des petites, des grosses, des moyennes. J'ai dit les 3 tailles. Et une application qui s'appelle Perfect Post, qui permet d'aider les gens à écrire sur LinkedIn directement et qui facilite la vie de 15 000 personnes maintenant. Waouh ! Oui, je sais. On dit LinkedIn, LinkedIn ou LinkedIn ? On va dire LinkedIn si on est ouais. cool. Après, à la française, c'est LinkedIn. Ouais. Et LinkedIn si on a plus de 55. Et LinkedIn, si on va être un peu marrant. Mhm. Alors, ok, on est parti. Attention. J'ai mes petites questions. Ma première question, c'est dans quel environnement as-tu grandi ? Est-ce que tu as grandi dans un environnement entrepreneurial ? Pas du tout. Ouais. Pas du tout, du tout. Mon père est dentiste. Ok. Et ma mère était mère au foyer jusqu'à ce que je sois un peu vieux. Donc non, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Comment j'ai découvert l'entrepreneuriat ? Si, pendant mon stage à l'IUT. T'as fait quoi comme étude ? J'ai fait licence Tech Deco, suivi de... Non, pas du tout. DUT Tech Deco, Ok. et suivi d'une licence marketing des nouvelles technologies. Et puis après, directement, je me suis lancé en entrepreneur. Direct ? En fait, j'ai eu une possibilité pendant mon stage. On m'a dit, si tu veux continuer à bosser pour nous, tu peux te mettre en freelance et puis on te payera. Et j'ai dit, on te donne de l'argent pour aller sur Facebook, parce qu'à l'époque, c'était Facebook. Et j'ai dit oui. Et t'as dit oui pour ça. Et donc, Oui. t'as pas eu peur ? Tu t'es juste dit, Non. chouette, c'est une opportunité. Ouais. Ok. T'as pas réfléchi ? Non, en fait, ça me prenait pas beaucoup de temps à l'époque, mais je me dis, au pire, je prendrai un boulot à côté. Et puis, en fait, non, j'ai bien kiffé, donc ça a marché. Ça a marché tout de suite, qui fait que t'as pas eu besoin de prendre un boulot à côté ? Pas du tout. Ouais. J'ai galéré pendant 1 an où j'ai fait beaucoup d'intérim à côté. Ok. Donc je vidais des camions, je faisais des stocks, etc. Et puis le soir ou le reste du temps, je faisais les réseaux sociaux. Ok. Et ça te demandait peu d'efforts parce que tu les maîtrisais ? Non, parce que c'était 2012. C'était génial. C'est-à-dire que j'avais fait 0 à 10 000 abonnés sur Facebook en 5 mois, je pense, ce qui est aujourd'hui complètement impossible, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, on parlait de cuisine et tout, donc c'était trop simple. C'est juste que je kiffais ça et ça marchait tout seul. Donc c'était une page entreprise et tu publiais du contenu pour amener des abonnés. C'était un site de e-commerce qui vendait des ustensiles de cuisine, Cuisine Addict, on vous salue. Et du coup, ils m'ont fait lancer la page Facebook. Ça a cartonné, donc après, ils m'ont proposé de continuer en free. Pour la somme incroyable de 15 € de l'heure. Waouh ! Ouais. Qu'est-ce que t'as fait de tout cet argent ? Je me suis acheté des petits déjeuners. Waouh ! Ouais. Tout seul ? Ma femme m'a aidé à l'époque, Mmh. parce que vraiment, ça coûte cher, mais top. Une belle résilience. Ouais. Ça va être plein de valeur ajoutée, ce... Ah, je sens. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà inspiré chez vous ? Incroyable. Ok. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as découvert LinkedIn ? Ça s'est fait en 2-3 phases, ça s'est fait. Mmh. D'abord, je me suis inscrit sur LinkedIn comme tout le monde pour mettre mon CV, parce que tout le monde disait que quand t'es pro, il faut aller sur LinkedIn. Après, j'ai découvert qu'on peut inviter plein de gens, donc je me suis dit, je vais inviter, je crois que c'est 3 ou 4 000 personnes, ça me servira peut-être un jour. Donc là, j'ai fait plein d'axes, mais juste, je regardais LinkedIn encore un petit peu, mais pas plus que ça, quoi. Et puis après, j'ai commencé à publier sur LinkedIn un peu avant le Covid, genre 2018, je crois. J'ai vu que ça marchait pas mal, donc je l'ai fait un petit peu, mais comme d'hab, à moitié, tu vois. Et puis le Covid est arrivé. Et là, je me embêtais un petit peu chez moi. J'ai commencé à regarder LinkedIn, je trouvais ça un petit peu chiant, donc j'ai mis des blagues. Et là, tout de suite, ça a explosé. C'était avant que la jeune garde arrive, donc on avait la place.
Et voilà. Ça passe vite, Oh oui, mine de rien. c'était bientôt 2 ans maintenant. Ah, ça passe vite. Oh oui. Oh là là. Comment t'as passé de freelance à, du coup, une entreprise, Social Media Family? C'est compliqué. Ouais. Tu me C'est, racontes? on en parle? Bah, déjà, est-ce que c'était d'abord des rentes? Non, en vrai, il y a deux trucs. Le premier, c'est que je fais beaucoup de formations. J'ai formé dans ma vie plein de community managers et je voyais des jeunes sortir. Je voulais absolument qu'ils bossent avec moi parce que je me disais, s'ils se barrent chez la concurrence, ils sont trop bons, ça me saoule. Donc à la base, j'ai monté la Social Media Family, mais c'était une méta-entreprise. C'est-à-dire que j'étais tout seul dedans. Tout le monde était freelance, mais on bossait sous l'enseigne Social Media Family, tu vois. Donc c'était plutôt des prestataires. Ok. Mais à la base, je l'ai monté dans ce sens-là. Et puis, j'ai eu un petit accident de vie qui a Mhm. fait que je me suis dit, il faut que je structure ça un petit peu parce que sinon c'est la caca. Et comment t'as structuré ça? J'ai salarié la plupart des prestataires avec qui je bossais. Ok. T'as fait ça tout seul? J'étais tout seul dans la boîte. Ok. En fait, faut suivre, hein, j'en parlais juste Non, avant. j'écoute pas. Bah, je sais, tu T'as sais, bien un cofondateur? il est arrivé après. Justement, en fait, Ah, il est arrivé par rapport à ça. Il a sauvé la boîte à cette époque. Et donc, je lui ai proposé que vous bossiez qu'on ensemble. s'associe. Mais c'était très compliqué parce que c'est en même temps mon meilleur pote. Mm. Donc, je voulais pas qu'on se frite parce qu'on sait très bien que quand il y a de l'argent dans l'affaire, bah, ça pose problème. Donc, on a mis un an et demi avant de trouver la formule et s'associer comme il faut, quoi. Ok. Et là, aujourd'hui, tout roule. Aujourd'hui, tout roule et heureusement que j'ai fait ce choix. Je remercie Antoine Dupassé qui a accepté de mettre un peu son ego de côté et de faire rentrer mon associé de cœur qui s'appelle Nicolas Maubois et qu'on embrasse. Photo de lui tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire au moment où, quand tu dis oui, l'Antoine du passé, j'aimerais dire ça, parce qu'il y avait de l'ego au début qui t'empêchait du coup de prendre un cofondateur. Non, c'est que en gros dans l'histoire, quand j'ai monté la SMF à l'époque, je lui ai proposé de rejoindre l'aventure tout de suite et il m'a dit non à ce moment-là. Mm. Donc quand je lui ai reproposé, qu'on s'est mis d'accord 2-3 ans après, je me suis dit ouais mais du coup j'ai fait tout le travail donc j'aimerais bien. En gros c'était je veux plus que 50%. Je veux que ça reste mon bébé donc je voulais 51, 60, 70 et lui un petit peu moins. D'accord. Et lui il était pas d'accord, il me disait non si je rentre on est à 100% tous les deux puis on veut pas d'embrouille comme ça donc on sera à 50-50. Et je pense que j'ai mis 1 an, 2 ans à mettre un ego mal placé de côté, tu vois. Enfin, un an, enfin 6 mois à mettre mon ego mal placé de côté et à dire ok, on y va à deux à 100%, quoi. Ok. Et aujourd'hui, c'était un bon choix. Aujourd'hui, c'était le meilleur choix que je pouvais faire. Ok. En fait, c'est marrant, je m'en suis rendu compte après. C'est-à-dire que on a fait un gros rendez-vous, on s'est tout dit, etc. Je lui ai dit non, pour moi, s'il y en a 50-50, c'est non, c'est pas possible. Et c'est là qu'il me dit, bah, dans ce cas-là, on va plus pouvoir travailler ensemble, je peux plus être prestataire avec toi, etc. Ça va? Je vais éternuer. Bah non. Bah oui, C'est juste le c'était au moment milieu de ta émotionnel. phrase. Ah oui, c'est Non, vrai. c'est même pas vrai. Pardon. De Nicolas. Là, on s'est regardé dans les yeux. Non, mais en vrai, quand il m'a dit, eh ben, on peut plus bosser ensemble, ce cas, enfin, moi, si j'y vais vraiment, soit j'y vais pas. Et on est rentrés en pleurs tous les deux chez soi. Et je suis rentré, je me suis dit, non, en fait, j'ai pas envie de continuer sans lui, c'est mort. Mm. C'est pas possible. Donc, je l'ai rappelé tout de suite, je lui ai dit oui. Il m'a fait, bah non, en fait, Antoine, là, je suis en train de digérer le non, tu peux pas me dire oui comme ça. Et donc, lui, il a mis une semaine à me répondre, et à une semaine, il a dit, d'accord. Il était en train de digérer son nom et tu l'as appelé pour lui dire oui. Oui, et en gros, je lui ai dit, mais je me connais, en fait, je vais réfléchir pendant 6 mois sur, en fait, peut-être. Et je lui ai dit, non, j'arrête de réfléchir, je connais déjà la réponse. Oui, tiens, ah, c'est vraiment l'ego mal placé, tu vois. Tu te dis, je vaux plus que toi, je veux plus de 50%. Mm. Et non, je vaux pas plus que lui, et aujourd'hui, je pense toujours. Et aujourd'hui, c'est bien équilibré. Aujourd'hui, c'est hyper équilibré, on est trop complémentaires. Ça, c'est trop bien. C'est que je suis le mec peut-être le moins organisé du monde. En tout cas, j'ai pas rencontré tout le monde, mais je suis pas très organisé, tu vois. Et lui, c'est l'inverse. Ce qui fait qu'il a structuré la boîte de A à Z. Et c'est ça dont on avait besoin après mon accident, après le Covid, quoi. Ok. Ok. Et aujourd'hui, Perfect Post s'est rajouté. Perfect Post s'est rajouté, mais c'est une autre aventure entrepreneuriale. Ok. C'est-à-dire que l'ASMF est actionnaire de Perfect Post, donc Nicolas a des parts dedans, mais c'est surtout avec Jérôme, qui est un autre comment on dit, entrepreneur, on dit, je crois, Ouais. que j'ai monté cette structure. Ok. Et donc en association aussi. En association avec lui, ouais. Mais Ok. l'association, elle a 2 mois, donc c'est tout récent. Mm. Mm. Et tu te régales aussi dans ce projet-là? Ouais, mais c'est que en fait, on est en train d'avoir des gros challenges avec la SMF. Là, on a fait des recrutements, donc il faut que j'aille chercher du chiffre d'affaires. Et il y a Perfect Post qui se lance en même temps. Mm. Et j'avoue que faire les deux de front, c'est. Je savais que ce serait compliqué, mais c'est encore plus compliqué que ce que j'imagine. Ah ouais? Ouais. C'est quoi qui est compliqué? Le temps? C'est d'arriver déjà à avoir le cerveau qui switch entre les deux projets qui sont complètement différents, avec des équipes et des enjeux complètement différents, et de trouver le temps entre ça, venir dans des podcasts à Paris, voir Madame Soda, Quelle idée! publier sur LinkedIn, Bien etc. sûr. Et voir ma famille hypothétiquement de temps en temps. Pratique. Donc ça commence, ouais, Mm. ça prend du temps. Mm. Et c'est arrivé à se dire, non, ces jours-là, c'est que Perfect Post, ces jours-là, c'est que SMF, qui me prennent un peu de mal pour l'instant. Mm.
Est-ce que quand tu as commencé tes études, quand tu t'es lancé un peu dans l'entrepreneuriat, tu avais une idée de quoi allait ressembler ta vie professionnelle à 35 ans là? Non, mais je sais toujours pas à quoi ressemblera ma vie professionnelle dans 40 ans. Je pense Ouais. que c'est le cas pour tout le monde. Et moi, à l'époque, t'imagines, les réseaux sociaux en 2012? Ah, t'étais pas né, toi, à cette Non, époque. je t'ai pas né, donc je sais pas. Mais je peux te dire qu'en 2012, il y avait que Facebook et personne n'imaginait que c'était payant, déjà, tu vois, de payer quelqu'un pour publier pour toi. Hmm. Donc j'imaginais pas du tout. J'ai fait ça pendant mon stage. À la base, moi, je voulais faire de la pub. Je voulais faire des pubs télé, etc. Je me suis dit, ça a l'air cool. J'ai vu 99 francs, tu vois, à l'époque. Je me suis dit, si on retire la drogue, C'est fun. ça a l'air cool. Franchement, c'est sympa. Je veux rigoler quand on parle de drogue derrière la caméra. Des mots à dire? Non, ça. Normal. Pourquoi? Des artistes. Et donc, ouais, je voulais faire ça et j'ai découvert les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça trop cool, mais je me suis dit, je sais pas combien de temps ça va durer. Toi, je vais faire ça. J'ai trouvé un taf et puis voilà. Hmm. Et puis en vrai, ça a commencé à continuer. Ça a pris de l'ampleur et c'est devenu un taf. Aucun regret aujourd'hui? Non. Comment t'as vécu le Covid et les confinements, toi? Bah, pas bien du tout, moi, Ouais. parce que j'ai un enfant. C'était à quoi? C'était à 3 ans, a priori. Ouais, 2020. Ouais. Donc il a 6 ans, donc il avait 3 ans à cette époque-là. Et je connais la légende comme quoi on peut travailler, enfin on peut télétravailler avec un enfant. Mm. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que vraiment, je faisais des rendez-vous avec des clients, comme c'était tout en visio, et lui il rentrait. Je me souviens un jour, il a fait ça. J'étais en visio avec un nouveau prospect important, et il arrive avec un faux pistolet, il fait pisto pipi, pisto pipi. Il tire comme ça, et il est parti. Très actionnable, c'est un hack. Mais ça a marché, ils ont rigolé. Et alors, t'as closé J'ai closé, je crois, je me souviens plus du tout. Mhm. Mais en tout cas, ça a fait marrer. Mais tu vois, j'étais toujours dans le bureau, et le bureau était en bordel pas possible parce qu'ils jouaient au Lego derrière et tout. Puis j'ai envie de. Je ne pouvais plus voir à la fin, quoi. Mm. Parce que je parlais qu'avec un enfant de 3 ans, et en termes de conversation, c'est. Bah, voilà, Bon, comme nous. voilà. Très sympa. Oui. Donc oui, compliqué pour toi. Compliqué, perso. Et puis après, pour la boîte aussi, en gros flip, parce qu'il y a plein de clients, quand le confinement s'est lancé, ils se sont dit, bon, on coupe les budgets pub, on sait pas où ça va, etc. Donc on a des contrats qui ont sauté, on a d'autres qui sont calmés, etc. Donc ouais, j'ai eu très très peur pour la boîte. Tu m'étonnes, Simone. Ton accident, c'était avant. Mon accident, c'est 2018, donc c'était 2 ans avant. Je reviens sur la Social Media Family, la SMF. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment elle s'est créée, cette agence? Juste avant qu'Antoine nous raconte la construction de son agence, il faut absolument que je te parle de Time. Time, c'est un outil de facturation et de devis gratuit, made in France, que tu vas adorer. Et avec la version payante, tu peux prendre tes justificatifs en photo, tu peux transmettre tes documents à tes comptables et tu peux te faire un graphique pour voir un petit peu l'évolution de ta boîte, mais des graphiques personnalisés. C'est hyper simple à utiliser. C'est l'outil que j'utilise tous les jours, je te le recommande à 100%. C'est aussi les sponsors de cette vidéo, je te mets les liens en description et je te laisse avec le reste de l'interview. C'est reparti. Tout se passe en 2018, où j'ai 30 ans, tu verras bientôt. Et avec un pote, on se lance un challenge de monter le Mont Blanc. Et c'est un challenge très très cool que j'ai fait avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai pas réussi. Et c'est très vexant parce que le Mont Blanc, il est 4807 mètres de mémoire, et il y a un autre mont qui est à 4400, qui est le deuxième plus haut, qui est très très cool aussi. Mais il s'appelle le Dôme du Goûter. Et du coup, je peux pas dire que j'ai monté le Mont Blanc, je peux dire j'ai monté le Dôme du Goûter. Mais ça claque. Ça claque pas du Non, tout. on s'en fout. Non, c'est pas terrible pour le storytelling. J'ai raté le Mont Blanc, mais j'ai réussi le Dôme du Goûter, ce qui est beaucoup plus dur que ce qu'on en indique. Une photo du Dôme du Goûter. J'aime cette femme. Et la montée était très très cool, la descente a été beaucoup plus longue que prévu. T'étais avec qui à ce moment-là? J'étais avec un guide, on était 4 ou 5 avec ce guide à descendre. C'était que des potes ou c'était ton pote? Il y avait d'autres gens un pote, enfin mon meilleur pote, un de ses potes, et puis des gens que je connaissais pas. Et pourquoi vous vous êtes dit on va monter le Mont Blanc? Vraiment comme ça, comme Pourquoi pas, c'est juste cool, non? un délire, Tu quoi. t'es jamais dit j'aimerais bien monter le Mont Blanc? Non. Et là, si je te dis demain, t'aimerais monter le Mont Blanc? Bah, pas avec l'histoire que je connais, mais Ouais, mais si, non, c'est peut-être un jour. Mais moi, j'aimerais bien le refaire. Ouais. Ah, ma femme n'est pas d'accord du tout. Tu m'étonnes. Mais pourquoi? D'ailleurs, elle n'est pas d'accord. Pourquoi elle n'est pas C'est une d'accord question. que tu montes le Mont Blanc? Donc tu grimpes, tu fais toute la montée, t'arrives pas jusqu'en haut. Non, et là, je vais maintenant donner des détails. Pour descendre le Mont Blanc, tu as plusieurs possibilités. Soit tu as des grosses raquettes et tu descends comme ça à la montagne, mais c'est extrêmement épuisant parce que tu n'as pas beaucoup d'oxygène là-haut, tu as un gros sac, et descendre, c'est quasiment aussi fatigant que monter. C'était combien de temps la montée? En tout, ça a pris une semaine avec les entraînements, etc. Donc je crois que c'était 1 jour et demi la montée et ça devait être 1 jour la descente. Tu dors sur place? Tu dors dans des refuges à différents paliers d'eau. Et c'était l'hiver? C'était en juin, C'était en juin 2018. donc l'hiver de milieu d'année. Et donc pour descendre, le guide nous dit bon, on va prendre des toboggans de neige. Les toboggans de neige, en gros, c'est des toboggans qui sont un peu naturels dans lesquels tu peux prendre ton sac, tu glisses, tu tiens ton piolet à la main, tu te ralentis en fait en traînant dans la neige comme ça. Et donc mon premier pote passe,
sauf que c'est plus dur que ce qu'on imagine. En fait, avec la force, il lâche le piolet. Donc, il va pour le ramasser. Le guide lui dit non, non, pas besoin, laisse-le, de toute façon, je ramasserai après en descendant. Donc, il le laisse. Une première personne passe, une deuxième personne passe, une troisième personne passe, et en passant, tu fous de la neige partout. Ce qui fait qu'on ne savait plus où le piolet. Donc, à mon tour, je prends mon truc, je commence à glisser, 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 et le piolet était pile sur le chemin quand je suis descendu. Donc, je suis descendu, je sais pas, à 20 ou 30 km/h. Ça, c'est moi. Ça, c'est mes jambes. Ça, c'est le piolet. Et ça a fait chlac. Mm. C'est sympa, hein? Ça s'est enfoncé, ça a perforé mes intestins sur à peu près 30 cm. Et ça a été tout de suite un enfer pas possible. J'ai commencé à saigner, il y a eu très très mal. Ils ont appelé les hélicoptères. Il y a un hélico qui est arrivé, qui m'a apporté à l'hôpital tout de suite. Et là, j'ai passé un mois en soins intensifs, à arriver à identifier les problèmes, où est-ce qu'étaient les infections, etc. et à me remettre sur pied. T'as compris tout de suite ce qui se passait? Oui, Que c'était grave et que c'était important. bah, et j'ai que- rarement eu une douleur aussi violente. Mm. Et je passerai les détails, mais ouais, j'ai tout de suite compris que c'était très très grave. Et j'ai compris aussi quand je suis descendu de l'hôpital. Alors déjà, je me souviens de l'hélico, ça c'était cool. C'est que déjà, je suis monté dans un hélicoptère, j'étais allongé, etc. Il m'avait déjà filé un peu de morphine à ce moment-là, donc j'avais plus aussi mal, mais c'était encore très douloureux. Mm. Et en fait, je m'en souviens parce que quand je suis descendu de l'hélicoptère sur le toit de l'hôpital, c'était vraiment comme dans les films ou comme dans les séries. C'est-à-dire que t'as genre 15 médecins qui ont ouvert les portes comme ça à fond avec un lit, qui m'ont foutu dessus, et moi je regardais comme ça, et t'avais toutes les têtes qui passaient avec les mecs des secours qui disaient il a fait ça, 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 10 mg de CC, etc. Et voilà. Et il y a un petit côté de moi qui avait très mal qui faisait oh, trop cool. C'est Voilà. cool de se faire mal. Et après, ils m'ont emmené directement au bloc. Là, je me souviens qu'il y a un gars, il m'a dit est-ce que tu veux un cocktail? Je lui ai dit oui. Il m'a filé un truc, mais il m'a mis ça dans les veines. Je pense qu'en 15 secondes, j'étais sur un nuage. C'était assez exceptionnel. Et là, ils m'ont demandé d'appeler ma femme pour lui dire, parce qu'ils m'ont dit tu risques de rester un peu de temps à l'hôpital. Donc j'appelle, je lui dis ma chérie, je crois que je me suis fait mal à la fesse, mais je sais pas si c'est grave. En fait, vu que j'étais un peu défoncé, je rigolais en même temps, donc Ouais. pas ça grave. donc lui a repris le téléphone, il lui a dit madame, il faudrait que vous veniez le voir. Et c'était l'hôpital où du coup? C'était à Sallanches, au pied du Mont Blanc. Ok. Donc nous on habite à Tours et c'est à 8 heures de route à peu près. Donc elle est venue. Et finalement c'était plus grave que prévu, il y a eu des infections, il y a eu beaucoup de problèmes. Et Mm. donc c'était un mois sans pouvoir lever vraiment les bras. Par exemple. Mm. C'était vraiment allongé. Allongé. C'est ça. Bah, je suis descendu à quasiment 65 kilos. Et je peux te dire qu'en 2 semaines, tu perds pas 25 kilos comme ça, quoi. Ouais. Je ne buvais plus, je ne mangeais plus, je pouvais plus bouger. De toute façon, j'avais, je crois, 8 ou 9 tuyaux qui me sortaient du corps. Mm. Donc non, tu bouges plus. Tu penses à quoi quand t'es dans le lit d'hôpital avec 8 tuyaux comme ça? Te fais chier. Ouais. Mais c'est hallucinant. T'es pas comme les entrepreneurs qui ont dit ah, j'ai lu 3 bouquins, j'ai eu 4 révélations. Bah, déjà, je peux pas porter un livre. Donc ça calme tout de suite. Mm. La télé, il y avait que Mimi Mati, enfin Mimi, Joséphine Ange Gardien. Donc, j'avoue que j'ai regardé 2 épisodes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me prend? Faut que j'arrête ça, tu vois. Et le pire, en fait, c'est que dans une chambre d'hôpital, t'as rien, enfin en soins intensifs en tout cas, là-bas. Le seul truc que t'as, c'est une énorme horloge avec des gros chiffres rouges en face de toi, et tu vois le temps défiler. T'as ça et le prix de la chambre sur le côté. La vache. 1600 € la nuit. Donc heureusement, l'État français m'a permis de ne pas être endetté à vie, tu vois. Mais en gros, je voyais ça et je voyais l'heure qui passait tout le temps. Et c'était horrible parce que tu dors et tu travailles, tu te rends compte que tu as dormi 1h30 Mm. et qu'il est 22h. C'était horrible, tu vois. T'as l'impression de devenir fou? Si, j'ai complètement l'impression de devenir fou. Bah, j'ai même eu des visions au bout d'un moment. C'était assez chelou, mais entre les drogues qu'on me filait, entre la douleur, entre le sommeil, tu vois, quand je fermais les yeux, j'avais l'impression de voir comme si j'avais les yeux ouverts. Et donc je me fermais les yeux allongés comme ça et je voyais la chambre, les yeux fermés. C'était que des trucs. C'était pas un méga souvenir. Ouais, tu m'étonnes. Et puis c'est là que j'ai découvert les livres audio, les podcasts. Ça me permet de tenir parce que du coup, le casque audio, je pouvais le mettre. Mais ça dure 1 heure un podcast, tu vois. Mm. Quand t'as 24 heures fois 30 jours. Tu savais que t'allais rester un mois? Non, mais il était. De toute façon, je dormais beaucoup hein, quand même. Enfin, c'était que des petites étapes, mais il était question que j'aille dans le coma artificiel pendant un temps parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le truc. Mm. Et je leur demandais en plus de mettre moi au coma parce que quand t'as. J'ai pas été cool avec ma femme, etc., qui était venue pour me parler. Parce qu'en plus de ça, du coup, je pouvais plus parler. J'avais les poumons, enfin, il y avait de l'eau dans les poumons, des trucs comme ça. Donc, c'est-à-dire que je faisais un mot, ça me prenait une énergie de fou. Chaque respiration, c'était un mot, tu vois. Donc, juste, personne n'arrivait à me comprendre, personne n'arrivait à me répondre, tu vois. Donc, c'était horrible. Donc, j'étais devenu désagréable, etc. Mais ouais, bref, mauvais souvenir, globalement. Et quand t'es revenu dans la vie réelle, comment ça s'est passé? Bah déjà, c'était très très long. Enfin, un mois. Et puis quand je suis revenu, je pouvais à peine me rester assis 15-20 minutes, tu vois. Donc de toute façon, je restais allongé chez moi pendant longtemps, quoi.
Là, je fais une petite pause parce que je sens qu'on touche un point sensible chez Antoine et c'est la première fois qu'il racontait cette histoire avec autant de détails. C'est pas facile de s'ouvrir à ce point-là sur ce sujet. Allez, c'est parti. Donc je pense que je suis resté au moins un mois chez moi sans voir personne. Et puis après, j'ai commencé à. Bah, par exemple, j'ai pris les petits trucs de vieux dans les Auchan, etc. Je me baladais comme ça avec ma ceinture et tout ça. Donc j'ai repris tout doucement. Et au bout de 3-4 mois, j'ai pu commencer à reparler avec mon associé, enfin avec mon pote qui n'était pas encore mon associé, etc. Savoir comment allait la boîte, prendre des nouvelles. Et au bout de 6 mois, j'ai pu reprendre une vie un peu plus normale, quoi. Donc 1 an en tout. 6 mois en tout. 6 mois en tout. Ça, enfin, ouais, c'est ça. C'est un mois en soins intensifs et 5 mois de remise. Donc si je résume un peu, freelance, Ouais. création de boîte, Ouais. accident, Ouais. 6 mois pas possible de bosser, Ouais. avec ta femme, ton fils qui n'arrive pas à communiquer avec toi. Alors, au bout d'un moment, ça allait. C'était le premier mois, il ne pouvait plus parler. Mais Ok. après, ouais. Mais qu'après, je ne pouvais plus aider du tout. Genre, j'ai pas pu porter mon fils pendant quoi? Un an? Ah. Tu vois, donc c'est des trucs de ouf. Ouais, carrément. Ça te marque dans une vie d'entrepreneur. Oui, même dans le corps, hein, j'ai des tas de cicatrices de cette affaire. Mm. Mais ouais, non, et c'est là, tu vois, que je me suis dit, la boîte est vraiment pas passée loin de se casser la gueule complètement parce que, encore une fois, j'étais le seul dans la boîte et les autres étaient des freelances, des prestataires. Donc quand je suis plus là, c'était compliqué. C'est pour ça que Nicolas, celui qui est devenu mon associé, il a dit à Solène, vu qu'on était déjà potes, il m'a dit, bah écoute, t'occupe, je vais gérer son taf, gérer la boîte en plus de lui. Donc il avait son taf à lui, hein, 40-45 heures, plus le mien, et il a géré ça pendant quasiment 6 mois. Vache. C'est pour ça qu'à la fin, je me suis dit, bah, mec, si on s'associe pas là, Ouais. je comprends pas, tu vois, la boîte est quasiment autant à toi qu'à moi. C'est ça, et donc c'est là où je me suis dit aussi, je peux plus avoir que des freelances, parce que si un truc comme ça t'arrive, ça peut réarriver, tu vois, et il faut que ce soit structuré, il faut que la boîte puisse vivre sans moi. Donc j'ai commencé à demander les personnes avec qui je bossais s'ils accepteraient de venir dans la boîte, et ils ont quasiment tous dit oui. Et ça t'a pas rendu peureux? Genre là, tu me dis de potentiellement remonter le Mont Blanc, ça te fait pas flipper Non, alors, l'activité? je sais qu'on n'a pas la même vision du truc Non. sur ça, mais moi ce que je me dis vraiment, c'est que je me dis, là je suis en sursis, tu vois. Mm. Normalement, j'aurais dû mourir en 2018. Et vraiment, même les médecins n'étaient pas sûrs, ils disaient à Solène, ils ont dit à mon père, comme mon père, enfin c'est 8 heures de route, donc toi que c'était compliqué de venir, et quand même le médecin lui dit, non, mais attendez pas, venez là, quoi. Ah ouais. Sous-entendu, si vous venez demain, il y a des chances qu'il ne soit plus là. Ouais. Donc vraiment, je suis passé tellement proche, et moi, si je ne le ressentais pas vraiment sur ce moment-là, parce que j'étais défoncé, je l'ai compris avec le regard des proches, etc. J'ai compris quand toute ta famille arrive comme si tu étais mort, tu vois, à l'hôpital, Mm. ça va, Ouais. on s'occupe de l'enfant, tu vois. Oh, putain. Ah, la vache. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que je suis mort à ce moment-là. Et donc, tout le reste, maintenant, c'est du surplus. Donc, Donc autant en profiter. bah oui, si je meurs, alors, j'ai pas envie de mourir, hein, Non. mais si je meurs, bah, j'ai pas perdu du temps, tu vois, j'ai gagné 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a une espèce de conséquence dont on parle souvent, toi et moi, là-dessus. Oui. C'est ce côté, du coup, moins sensible aux petits tracas de la vie, aux petits problèmes, aux moyens problèmes, de par ce grand problème-là que tu as connu et qui fait que maintenant tu es moins sensible à ça. Ben, je sais que c'était déjà un peu le cas avant, mais ce problème m'a fait revoir complètement les choses. Et c'est vrai que je m'en bats les couilles d'à peu près tout. Voilà, si on est honnête, c'est un peu ça. Et c'est très très compliqué d'avoir une nouvelle qui va me foutre Dedans, quoi. qui va me foutre dedans, qui va me foutre le cafard, qui va me mettre de mauvaise humeur. Mm. Parce que, en fait, quand tu es bloqué dans un lit d'hôpital, il y a aussi un truc qui arrive, c'est que tu prends du recul. Tu peux pas, tu peux tellement rien faire maintenant que tu t'imagines après faire des trucs, etc. Tu vois, t'as une relation avec le toi du futur qui est bizarre. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu ça, tu vois. Tu vis au travers de ce que tu vas être après. C'est-à-dire que tu fantasmes tellement ce qui va se passer après parce que tu veux pas être dans le moment présent, c'est ça Ouais, l'idée? c'est exactement ça. Tu dis, Ok. ouais, mais je vais pouvoir. Genre, moi, j'ai envie de pastèque et de melon. Parce que je ne mangeais pas. Donc, j'avais juste des intraveineuses et tout. C'est l'été, je dis, et là, je serais chez moi, je pourrais manger des pastèques, des melons, de la mozzarella et tout. Et tu es déjà dans les chaussures du toi du futur. Mm. Et je pense que j'ai gardé ça. Ce qui fait que tous les problèmes qui m'arrivent maintenant, vu que je le vois avec une perspective de 1 an et demi, 2 ans, bah, le mois du futur, il dit, mais on s'en fout, Antoine. Enfin, genre, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un dégât des eaux dans mes bureaux. Puis j'en ai eu un deuxième, j'en ai un troisième, et tout ça en 6 mois. Sachant que c'est des bureaux que je loue à des gens. Donc j'étais en panique tout le temps parce que c'est horrible à gérer, ça prend du temps. Je me suis pris la tête avec plein de voisins à cause de ça. Mais en vrai, je rentre chez moi, je m'en bats. Parce que tu dis, ouais, mais Antoine, en vrai, dans le toi de 2 ans, est-ce qu'il rigole en entendant cette histoire ou est-ce que ça le fout dedans encore? Et non, il rigole. Et en fait, si on regarde bien, il n'y a quasiment aucun problème qui, vu dans 2 ans dans l'avenir, t'embête un peu. Je sais que toi, tu as des problèmes avec l'avion, par exemple.
par exemple. Pareil, on voulait peut-être pas en parler sur ce podcast. Si, mais si, c'est si. trop tard. Depuis peu, j'ai la phobie de l'avion. J'ai pris l'avion très longtemps, j'ai jamais eu de problème avec l'avion. Je l'ai pris toute seule, j'ai fait des vols longs, des vols courts, il n'y a pas de souci. Mais récemment, j'ai eu un vol compliqué avec quelques turbulences et ça m'a fait avoir des grosses crises de panique sévères. Crises de panique que je n'avais jamais eu auparavant. Et moi, ça me rend peureuse de mon cerveau parce que j'ai l'impression que mon cerveau est capable de me mettre dans des situations qui m'enferment, où je suis seule et je n'arrive pas à le contrôler. Et c'est comme une cascade, ça te tombe dessus, t'arrives pas à le contrôler, tu sais pas quoi faire, t'as beau essayer d'arrêter l'eau, ça s'arrête pas, et j'arrive pas à prendre du recul, juste regarder la cascade et me dire waouh que c'est beau. Essaye de prendre une bassine ou un truc. J'ai essayé, mais non, marche pas, malheureusement, pas de bol. Et du coup, l'avion, maintenant, j'ai une grosse phobie de l'avion et je n'arrive plus à, ne serait-ce que je vois un avion dans le ciel, j'ai mal au ventre. Mais est-ce que tu dis pas, tu sais que de toute façon ton cerveau il va le gérer ça, tu sais que ce problème il va pas rester toute ta vie. Tu Oui. vas finir par le Oui, problème. oui. Donc d'ici 3-4 ans, ça sera plus un problème. Tu vois. Parce qu'il faut que j'y fasse quelque chose. J'ai l'impression que je peux me laisser submerger aussi. Mais tu peux faire quelque chose. Rien ne t'en empêche, tu vois. Donc il va être réglé ce problème. Il n'y a pas de problème. C'est un problème, c'est un problème présent dans le sens où je m'empêche d'avoir certaines opportunités parce que je suis clouée au sol. Ouais, mais tu sais que ça va pas changer ta vie globalement. Quoi. Non, c'est vrai. En plus, l'avion, c'est pas très bon pour la planète. Non, mais c'est ça que j'aime bien aussi chez toi, c'est que tu arrives à prendre du recul. C'est un truc, on parlait aussi dans le podcast précédent, on parlait du fait de bien s'entourer et d'avoir des gens qui t'entourent, qui te ressemblent. Moi, ce que j'aime bien du coup chez toi, c'est le concept de je t'appelle, je suis en panique, tel truc me gonfle. Si c'est génial, comme ça je peux me foutre de ta gueule. Et aussi, tu peux te moquer de moi. Et donc ça, c'est un petit peu rigolo. Et ça permet de prendre du recul. Mais Quand t'avais payé un truc 10 000 balles alors qu'en fait ça en valait 2000 par exemple. par exemple, C'était trop marrant ça, c'était très marrant. ce sont des petites galères de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais écoute, on apprend. Ouais, c'est rien, 8 000 euros de perdu c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un cinquième de mon chiffre d'affaires de l'époque. Rien à Qu'est-ce voir. que c'était vraiment? On s'en moque. Oui, bien sûr. Enfoiré, ouais. Aujourd'hui, cette espèce d'insensibilité dans laquelle dont tu parles, tu trouves pas que c'est une force au contraire? Moi, je l'aperçois comme une force parce que je suis aux antipodes de toi. Mais toi, t'avais pas l'air d'en parler comme une force. En fait, si, ça m'aide sur un milliard de trucs. Quand je te dis, je suis tout le temps bien, tu vois, et j'arrive à réfléchir avec du recul, à rarement être pris à chaud sur des trucs. Mais non, c'est un vrai problème dans ma vie quotidienne. C'est que ce fait de pas m'intéresser aux problèmes fait que je m'intéresse pas non plus aux petites choses, entre guillemets, tu vois. Donc je vais pas prendre des nouvelles de mes potes, je vais pas prendre des nouvelles de ma famille et tout, parce que je me dis, s'ils ont un vrai problème, bah, ils m'appelleront, je serai au courant, quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas besoin de me prendre des nouvelles du reste. Et c'est un truc qu'on me reproche très souvent, c'est que j'ai un côté un peu inaccessible où c'est chaud de capter mon intérêt, mon attention, même pour des proches, quoi. Ce qui, mine de rien, contraste énormément avec l'image que tu peux avoir. Là, je reviens un peu sur LinkedIn. Parce que quand on te voit, on va te voir par exemple sur YouTube, tu vas faire des vlogs, tu as une énergie qui est folle, tu as toujours la patate, le sourire, la petite blague. Sur LinkedIn, pareil, en live, tu me fais mourir de rire. Tu fais des vidéos, non mais c'est vrai, tu fais des vidéos avec ta grosse tête là, que tu mets tout près de l'écran, c'est hyper drôle. Dans tes textes aussi, c'est très drôle. Et mine de rien, à côté, tu as, comme tu dis, cette sensation qu'il n'y a pas très peu de choses, en tout cas, qui comptent réellement. Oui. Et ça contraste avec ce côté hyper accessible, hyper fun, bon pote. Je sais, et j'ai pas de. C'est un vrai problème, et je sais pas comment le gérer. Je suis très fort sur les premières impressions, j'arrive à sympathiser avec les gens, même avec toi, c'est pour dire on est capable de sympathiser avec n'importe qui. Pas simple, ouais. Mais derrière, je suis très mauvais pour entretenir une relation. J'appelle mes meilleurs potes, je les appelle 2-3 fois dans l'année, quoi. J'arrive pas à m'intéresser aux choses du quotidien, entre guillemets. T'arrives ni à faire semblant, ni à résoudre ça. Est-ce que tu fais en sorte que les gens t'acceptent juste comme t'es et que c'est OK? Alors, je fais très bien semblant auprès des gens qui me connaissent pas. C'est-à-dire que j'oublie les noms de tout le monde. Et à force, maintenant, j'arrive à trouver des méthodes, des astuces et tout pour qu'on s'en rende pas compte et que ça passe très bien. J'arrive pas à me souvenir des gens. Je me souviens plus parce que vous êtes là, par exemple. Mais demain, c'est faux. Mais toi, c'est un véritable problème, ouais. Parce que, non, si, j'arrive très bien à faire semblant à l'image et ce genre de choses, mais mes vrais potes le savent, me charrient avec ça et ça pose problème, tu vois. Par exemple, un truc tout con, mais dans les bureaux, maintenant, on est une vingtaine, et dès qu'il y a des nouveaux stagiaires ou alternants, des autres boîtes, ils se foutent de ma gueule avec ça. Ou genre, 1 ou 2 mois après, ils font « Bah alors, Antoine, comment s'appelle le stagiaire quand elle est là ?» C'est pas... Et à chaque fois, c'est gênant. Donc voilà, non, c'est un vrai problème, et je sais pas encore comment le résoudre. Si quelqu'un a une réponse, aidez-moi. Comment faire en sorte de s'intéresser aux choses du quotidien? Très bonne idée de faire ça. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Si.
qui est intriguant là dans le témoignage d'Antoine, c'est que cet événement traumatique qu'il a vécu l'a rendu du coup un petit peu plus insensible. Pas totalement, mais un plus insensible qu'il était avant. Et quand je pense à l'épisode précédent avec Christopher Piton, l'événement traumatique qu'il a vécu l'a rendu au contraire beaucoup plus sensible. Ça vaut le coup que tu ailles jeter un coup d'œil à cet épisode-là, tu verras vraiment la différence entre les deux, c'est très intéressant. T'es plutôt quel team toi? Plutôt hypersensible ou insensible? Bon allez, on est reparti. Je vais poser un peu je vais poser la question un peu classique. J'aime pas cette question, mais j'ai envie d'avoir ta réponse. C'est pas ça. Ah, vas-y, pose cette question. Si c'était à refaire, le L'accident. Mont Blanc, tout Ouais. ça, toutes ces choses-là, freelance, Mont Blanc, création de boîte, etc., est-ce que tu referais pareil? Parce que tu serais pas le même sans cet accident aujourd'hui. C'est une énorme question. Mm. Et tu vois, le problème de ça, c'est que les problématiques du Mont Blanc sont sur moi, mais pas que sur moi. C'est-à-dire que ça a absolument changé le quotidien de toute ma famille. Et c'est parfois beaucoup plus négatif pour eux que ça avait été pour moi. Parce que quand toi, tu es dans les Alpes, tu te rends pas compte que tu risques de mourir. Tu vois. Et pour eux, je pense que je ne revivrai pas. Mm. Moi, ça m'a changé la façon de voir la vie, donc ça a changé le truc. Mais non, je pense que si je fais le bénéfice problème, enfin, qu'on s'appelle positif, négatif, tu vois, et je prends toute ma famille en considération, non, je m'essaie de ne pas remourir. Mm. En tout cas, si je refais le Mont Blanc, je fais attention au piolet. de façon générale. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et sinon, dans ma vie, je me suis toujours posé ces questions, mais je pense que je ne ferai pas les mêmes études. Je suis passionné d'illustration et d'animation. Et je pense que si je devais refaire ma vie, imagine, t'as une baguette magique et Tu reviens 15 ans en arrière. je reviens 25 ans en arrière. Tu veux un verre d'eau toi Non, ouais, tu veux un verre d'eau ou pas? Si, Tu veux un verre d'eau? Je bouge pas. Et je pense que je ferai un boulot dedans. Parce que j'ai envie de savoir dessiner, j'ai envie de savoir faire des dessins animés. Et, je pense que j'aurai pas du tout la même vie, mais j'ai trop envie de savoir dessiner. Est-ce que tu refondrais pareil un collectif, puis une boîte, quelque chose comme ça, la même structure ou pas? J'aime bosser avec des gens, de toute façon, donc ouais, j'aurais monté une boîte. Je pense pas que ce soit dans les réseaux sociaux. J'adore le parcours d'un mec qui s'appelle Run. Une photo de Run, tout de suite. En fait, c'est un mec qui a fait une BD qui s'appelle Mutafukaz. Oui, Le oui. label 619, qui est mon label préféré en BD. Et lui, il a une aventure qui est incroyable. D'abord, il a commencé à faire des petits dessins pour je crois que c'est des pubs et ce genre de choses. Il est allé chez Ankama où il a pu commencer à bosser sur son propre univers avec ses propres personnages. Et à partir de ça, il a fait un film, il a fait une série de BD, il a monté un label, etc. Tout à partir d'un univers qu'il a créé, tu vois. Et moi, ça aurait été mon rêve. C'est créer un univers. À partir de ça, tu montes enfin, tu fais ce que tu veux avec cet univers. Trop bien. Ouais. Mais c'est une autre vie. Ouais, mais en même temps, t'es pas non plus. Je suis très content actuellement. de ce T'es que très je fais. content, Ouais. mais t'es jeune aussi. T'as moyen de créer d'autres projets, d'autres choses à côté C'est aussi. très gentil de dire ça, mais toi et moi, on sait que c'est faux. Je sais que j'ai 34 ans. Ceux qui ont dépassé la vingtaine savent que c'est plus aussi facile. Et non, j'ai essayé de dessiner un peu pendant le Covid, de me remettre à ça, mais ça demande. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'entre ce que tu as en tête et ce que tu arrives à dessiner, il y a une espèce de gap monstrueux qui est compliqué à combler. Mm. Donc, pour l'instant, je me suis pas mis. Non, je suis content avec ce que je fais là. Mm. Je plutôt avec les vidéos, les carousels et tout, je retrouve un peu le côté créatif que j'aurais pu faire avec la BD. Qu'on apprécie d'ailleurs chez toi. Merci beaucoup. Absolument. Non, c'est Oui, juste merci. sympa. Moi, je suis épatée par ta façon d'avoir vécu un truc quand même qui est assez fort et que ça t'a pas totalement transformé parce que ce que tu me disais, c'était que t'étais pas le mec le plus empathique, hyper empathique du monde avant cet accident-là non plus. C'est pas de l'empathie. Hein. Par exemple, quand je regarde un dessin animé, je pleure. Mm. Mais c'est les problèmes du quotidien qui ne sont pas. C'est que la distance émotionnelle que t'as. C'est bien présenté comme ça. Mm. Exactement, c'est de la distance émotionnelle. Et c'est ça qui me nourrit aussi en tant qu'amie, c'est parce que du coup, Collègue. moi, j'en ai aucune. Relation, connexion LinkedIn. Connexion LinkedIn le plus quoi. Moi, j'en ai aucune. Et c'est ça qui m'impressionne. Et moi, je trouve ça fort que cet accident n'ait pas créé ou révélé en toi des angoisses ou pire de l'immobilité. Mais j'ai du mal à voir en vrai comment relier cet accident, tu vois, de l'angoisse au l'immobilité. Parce que, attends, déjà, l'angoisse l'angoisse, je sais pas, de la maladie, de la mort, de l'aventure, tout simplement, de dire, Tu sais, des piolets, j'en pense déjà pas des masses. t'as envie de remonter le Mont Blanc. Moi, ça me Évidemment, semble complètement fou. J'ai monté le dôme du goûter, c'est ridicule. J'ai envie de monter le Mont Blanc, tu vois. Et puis maintenant, en plus, je l'ai déjà vécu, donc je sais ce qu'il faut pas faire. Mm. Non, j'ai absolument envie de le refaire et d'y arriver, et puis de me dire aussi, tu vois, tu peux le faire, quoi. Mm. En plus, mon meilleur pote a réussi. Après? Ah non, lui, moi, je l'ai attendu au Dôme du Goûter le temps qu'il monte le Mont Blanc. Ah ouais, non, ça, c'est pas cool. Bah ouais, donc, voilà, il faut que je le fasse. Faut que tu prennes ta revanche. Oui. Faut que tu prennes ta revanche. Ouais, non, je suis d'accord. avec Mais, toi. ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ça me vient même pas à l'idée de relier, tu vois, ce problème-là avec de l'immobilité ou autre chose, quoi.
Quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a vécu un choc émotionnel comme ça, un peu comme celui que tu as vécu? 3, je sais pas, mais un très bon. Le recul. Ouais. En vrai, c'est une espèce de grille de lecture que je me mets maintenant dès que j'ai un problème, un choc émotionnel ou pas émotionnel. Je me pose ces questions au mois du futur et j'ai plusieurs paliers. Je me dis, est-ce que l'Antoine de dans une semaine, qu'est-ce qu'il en pense? L'Antoine de dans un mois, qu'est-ce qu'il en pense? Dans un an, qu'est-ce qu'il en pense? Et dans 5 ans, qu'est-ce qu'il en pense? Et la plupart du temps, si jamais à la fin de cette espèce de tamis-là, il s'en fout, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si grave. Quand le dernier s'en fout, 5 ans s'en fout, ça veut dire que Non. tout le reste, il devrait Mais s'en c'est foutre. très rare d'arriver à 5 ans. La plupart du temps, le toi de dans un mois, il n'y en a plus rien à foutre des problèmes du quotidien. Tu rides ta voiture, ça t'emmerde tout de suite, tu vois, mais dans un mois, Ok. t'as fait avec, tu vois. Donc en fait, moi, il y a ça qui m'aide beaucoup. Et puis la plupart du temps aussi, c'est un truc tout court, mais je crois que c'est une phrase que j'ai lue sur Internet, tu vois, une fois un beau visuel et que j'ai trouvé sympa. Un mec qui disait est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport à ce problème? Oui. Bah, pourquoi ça t'emmerde? Est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport à ce problème? Non. Non, pourquoi ça Bah, t'emmerde? pourquoi ça t'emmerde? Ah, c'est génial. Et mine de rien, ça m'a trop aidé, tu vois. Voilà. Et le troisième, c'est regarder le Roi Lion. Parce que dans le Roi Lion, ils ont une phrase, moi, qui m'a guidé toute ma vie. Si je devais me faire tatouer une phrase, je le ferais jamais. C'est ça. Hakuna Matata. Arrête. Hakuna Matata. Donc ça veut dire pas de souci. Sans aucun souci. J'espère que, en tout cas, tout le monde a pu bien comprendre la portée de ce que moi j'avais pu capter à l'époque quand je t'avais rencontré. Cette histoire, elle m'avait complètement bluffée. Je trouvais ça complètement dingue parce que moi, ton histoire me soulève des angoisses. Ce qui est assez fort, tu vois, où je me dis, waouh, si moi j'étais dans un lit d'hôpital pendant 1 mois à pas réussir à lever un verre d'eau, je sais pas où je serais aujourd'hui, tu vois. Dans les hôpitaux, après. A priori toujours dans un lit d'hôpital. Mais quand je vois ce que ça a donné et qui t'es aujourd'hui, ce que tu as réussi à construire, la confiance que tu as, les gens avec qui tu t'entoures, j'ai eu la chance de bosser en plus 1 ou 2 journées à la SMF, et je me dis c'est dingue de s'entourer de gens aussi bienveillants, compétents, ça donne foi un peu dans l'entrepreneuriat, et moi ça m'a donné foi sur l'entourage qu'on peut se créer, et ça a été un moteur en vrai dans ma vie entrepreneuriale. C'est gentil. Donc j'espère que ça pourrait être transmis à travers ce podcast. Je sais pas toi, mais je trouve qu'Antoine, ça roule un petit peu trop bien pour lui en ce moment, et je crois que tu as besoin de te remettre un petit peu en difficulté. Là, tu parles aux gens derrière la caméra? Ouais, mais je te parle à toi aussi en même temps. Ok. Est-ce que tu as besoin de te remettre un petit peu en difficulté? Oui. Ouais. Oui. Tu connais le Burger Quiz? Oui. Tu connais le burger de la mort? Non. Et tu fais quoi si je dis non? Eh ben, je t'explique le burger de la mort. Qu'est-ce que c'est que le burger de la mort? Eh ben, écoute, Antoine, je t'explique. Le burger de la mort, c'est un petit test. Je vais te poser 10 questions d'un coup. Tu ne donnes pas les réponses, tu les enregistres, tu les gardes, et tu me les ressors à la fin, toutes d'un coup, dans le bon ordre. Est-ce que tu te sens prêt à relever le défi? Mais bien sûr que je me sens prêt, Valentine. Est-ce que vous aussi vous êtes prêts chez vous? Et les kangourous! Allez, 10 questions. Question. Tu retiens... 10 questions. Tu retiens toutes les réponses et tu me les donnes toutes à la suite dans l'ordre. Ok, concentre-toi. Question numéro 1. De quelle couleur est ton pull? Question 2. Est-ce que tu penses que tu vas réussir ce burger de la mort? Question 3. S'il est midi à Paris, quelle heure est-il à Marseille? Question 4. Est-ce que tu as aimé le classement Favicon de cette année? T'as dit qu'on n'en parlerait pas. Question 5. Combien de questions t'ai-je posées avant celle-ci? Question 6. Vrai ou faux? La Social Media Family, ou SMF, devait s'appeler à la base la Social Media United and Lucky Family One and Only True Company, ou la Smulflux. Tout perdu. C'est vrai? Tu m'as tué. Question 7. Non, sans déconner, t'as aimé le classement Favicon qui vient de sortir? Ok. Question 8. Combien y a-t-il de lettres dans le mot piolet? Mais 8, c'est ça. Pas du tout. Question 9. Vrai ou faux? Je vais bientôt te dépasser en nombre d'abonnés. La réponse est vraie. Question 10. Comment s'appelle ce podcast? Ok. Orange. Oui.
Midi. Non. 4. Non. Faux. Non. Violet. Ah, 6, putain, mais 6 lettres. Vrai, tu vas me dépasser. Et l'effet kangourou rouge. Kangourou rouge. Ouais, elle est bonne. Bouge pas, bouge surtout pas, tu ne bouges pas. Bravo Antoine pour ta réussite à ce burger de la mort. C'était un plaisir, merci. J'ai l'honneur, mais que dis-je, le prestige de te remercier de t'attribuer ce kangourou d'or pour ta réussite. On n'avait pas le budget pour un kangourou, bientôt il arrive, c'est la 3e édition de ce podcast et pour l'instant on a quand même un diplodocus doré. Ouais, d'accord. Et doré argenté. C'est un kangourou Antoine. Merci beaucoup pour ce cadeau. C'est magnifique. Je savais que tu allais être touché. Ah bah là, tu me connais, moi je suis hypersensible à Bien ça. sûr, bien sûr. Je te remercie beaucoup de t'être livré dans ce podcast. C'était la première fois que t'en parlais autant et du Oui. coup ça me fait très plaisir. Oui. Merci beaucoup pour tout ce que tu as pu dévoiler et moi je suis super contente d'avoir pu faire un épisode avec toi. Je vais te laisser remercier toute ta famille et tous ceux qui t'ont soutenu pour ce kangourou d'or à la caméra directement. Merci à toute ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu. Je vais plus loin que ça. Tu peux aller plus loin. Ouais, non, je vais faire des vrais remerciements. Merci à ma femme qui m'a tellement aidé tout au long de mon parcours professionnel. Parce qu'au début, ça payait pas. Donc, heureusement qu'elle était là pour payer. Parce que sinon, on n'avait pas de thunes. Et heureusement qu'elle était là pendant l'accident où je ne pouvais pas lever le petit doigt. Donc, elle faisait absolument tout. Merci à mon associé qui m'a permis de sauver ma boîte et d'en faire une espèce d'énorme entreprise aujourd'hui. Et si j'ai le temps de publier sur LinkedIn et de faire le con comme ça là, c'est parce que lui, il travaille derrière. Donc merci Nicolas, et merci Jérôme qui fait exactement pareil avec Perfect Post, pendant que je suis encore là à faire le con avec Valentine. Et merci à toute l'équipe qui bosse de fou et qui n'ont pas la visibilité qu'ils méritent sur la SMF. Et merci Valentine de plein de trucs, d'être inspirante des fois, de m'apporter de la visibilité quand je la mentionne dans des publications. Non, mais voilà, j'ai pas l'habitude de parler de moi en vrai, et sais. tu le sais, et voilà. C'est pour ça que je suis ravie de t'avoir forcé à cet exercice-là. Merci beaucoup. Et que c'est très chouette. Merci.